l'Union soviétique n'avait rien à voir avec ce que montrent les films occidentaux. Vous savez, ces thrillers de la guerre froide où chaque Russe vit dans un cauchemar de béton gris avec des agents du KGB tapis à chaque coin de rue. La réalité était bien plus étrangère, à certains égards, bien pire. Imaginez vous réveiller dans un endroit où votre salle de bain personnelle n'a rien de personnel, où les toilettes et la douche sont partagées avec 7 autres familles, où chaque matin exige une planification stratégique juste pour vous brosser les dents sans que quelqu'un tambourine à la porte. C'était la vie quotidienne de millions de citoyens soviétiques. Et pendant que vous êtes allongé dans votre lit douillet avec votre salle de bain privée à quelques pas, laissez-moi vous décrire ce que signifiait se réveiller de l'autre côté du rideau de fer. Oh, et si vous appréciez ces histoires, j'apprécierais vraiment un like ou un abonnement. Je suis très curieux de savoir d'où vous écoutez tous. Alors, laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. Ça me fascine toujours de voir comment des gens du monde entier s'endorment en écoutant ça. Bon, retournons en Union soviétique dans les années 1950. Croyez-moi, ça va être tout un voyage. Mais d'abord, mettez-vous à l'aise. Sérieusement, arrangez ces oreillers. Remontez cette couverture, car là où nous allons, vous aurez envie d'être bien au chaud. Félicitations. Vous venez de vous réveiller dans un appartement communautaire à Leningrad, en 1953. Staline vient de mourir, mais son héritage est partout autour de vous. L'air dans votre chambre est frais. Le chauffage central existe, mais il est irrégulier. Votre souffle forme de petits nuages dans l'air matinal. La couverture fine, sur laquelle vous avez empilé des manteaux pour plus de chaleur, vous a laissé un léger mal de dos. Pas comme votre lit confortable actuel avec sa mousse à mémoire de forme et sa température parfaitement régulée. Vos oreilles captent les sons avant même que vos yeux ne s'ouvrent complètement. Le cliquetis des casseroles dans la cuisine commune. Une dispute sur qui a utilisé le dernier morceau de sucre. Une chasse d'eau dans des tuyaux anciens qui gémissent comme s'ils étaient torturés. Un bébé qui pleure dans la chambre d'un accent grave côté. Les murs de ces vieux appartements d'avant la Révolution sont épais, mais les portes sont minces et le son voyage de manière étrange. Vous faites partie des chanceux. Votre famille a une chambre pour elle seule. Une seule pièce, notez bien, pas un appartement, mesurant environ 14 mètres carrés. Cette pièce est tout votre espace de vie. C'est là que vous dormez, mangez quand vous n'utilisez pas la cuisine commune, recevez des invités et rangez tout ce que vous possédez. L'intimité est un luxe qui n'existe tout simplement pas ici. Le concept semblerait presque bourgeois. Vous basculez vos jambes sur le côté du lit étroit qui sert de canapé pendant la journée. Vos parents dorment sur le lit pliant contre le mur opposé. La petite table entre les deux sera plus tard débarrassée pour les repas. Vos vêtements sont suspendus à des crochets le long du mur. Pas de placard, pas de commode. L'espace est trop précieux pour être gaspillé en de tels luxes. Il est temps d'affronter le défi du matin. La salle de bain. Dans un appartement communautaire avec 8 familles, le timing est crucial. Trop tôt, et vous grelotterez dans le froid. Trop tard, et vous ferez la queue, risquant d'être en retard au travail ou à l'école. L'emploi du temps implicite que tout le monde suit à contre-cœur donne à chaque famille environ 15 minutes. Certains matins, c'est à peine assez pour utiliser les toilettes, vous aspergez le visage d'eau et vous brossez les dents. Vous attrapez votre trousse de toilette, chacun garde ses affaires personnelles séparées et votre serviette. Vous ouvrez la porte prudemment pour éviter le grincement qui pourrait réveiller le bébé des voisins. Un voisin en colère est la dernière chose dont vous avez besoin sitôt. Vous entrez dans le long couloir qui relie toutes les pièces. Ce couloir est sombre, éclairé par une seule ampoule jaune. Le parquet, autrefois élégant à l'époque pré-révolutionnaire où cet appartement appartenait à une famille aisée, est maintenant usé par des décennies de passage. Le papier peint se décolle par endroits, révélant des couches en dessous comme des strates géologiques, chacune représentant une époque différente de l'histoire soviétique. La porte de la salle de bain est fermée. Mauvais signe. Vous faites la queue derrière Dimitri Petrovitch, le contremaître d'usine qui vit dans la pièce près de l'entrée. Il vous salue d'un signe de tête, son visage encore bouffi de sommeil, sa barbe grise captant la faible lumière. Nikolai est là-dedans, marmonne-t-il, faisant référence à la vieille veuve qui semble prendre le plus de temps malgré le peu de cheveux qu'elle a à laver. Ça fait déjà 10 minutes. Vous soupirez et vous adossez au mur. C'est normal. C'est la vie. La négociation quotidienne de l'espace partagé que chaque citoyen soviétique apprend dès l'enfance. En attendant, autant vérifier l'emploi du temps affiché près de l'entrée de la cuisine,
un système informel pour gérer les créneaux horaires de cuisine, surtout pour le dîner quand tout le monde essaie de cuisiner en même temps. La cuisine elle-même est un étrange mélange de privé et de public. Chaque famille a son propre rayon dans le réfrigérateur unique, son propre placard pour les produits secs, et souvent son propre brûleur pour cuisiner. La cuisinière à gaz unique a été modifiée au fil des années pour accueillir plusieurs casseroles simultanément avec 4 ou 5 brûleurs de fiabilité variable. Certaines familles ont même installé leurs propres brûleurs séparés pour éviter les conflits inévitables sur les horaires de cuisson. Enfin, la porte de la salle de bain s'ouvre. De la vapeur s'échappe alors que Nicolina sort, ses cheveux fins enveloppés dans une serviette. Elle vous adresse un signe de tête brusque en passant. Dimitri Petrovitch vous fait signe d'y aller. Son besoin est moins urgent que le vôtre. Une petite gentillesse dans un système où les petites gentillesses comptent énormément. La salle de bain est basique. Une baignoire tachée avec un pommeau de douche. Des toilettes avec une chasse à chaîne. Un lavabo fissuré. L'eau chaude est réellement chaude ce matin. Un bon présage pour la journée à venir. Vous vous dépêchez dans votre routine, gardant un œil sur votre montre. 7 minutes. 8. Il faut laisser assez de temps pour les autres. De retour dans la chambre de votre famille, votre mère est déjà debout, faisant chauffer de l'eau sur le petit brûleur électrique qui est techniquement interdit, mais que tout le monde possède quand même. C'est pour le thé, le sang vital de tout matin russe. Le samovar, un héritage familial qui a survécu à la Révolution, à la guerre civile, au purge et à la Grande Guerre patriotique comme les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale est prêt à servir. Dépêche-toi, dit-elle sans méchanceté. Votre père est déjà parti à la queue pour le pain. Cela fait aussi partie de la chorégraphie quotidienne. Votre père se lève avant l'aube 3 fois par semaine pour faire la queue à la boulangerie. Le pain frais est l'un des plaisirs fiables de la vie soviétique, et l'État le maintient abordable. Mais il faut être prêt à attendre pour l'avoir. Les jours assignés, votre père rapporte assez de pain pour votre famille et pour les Kniazev dans le couloir. Et les autres jours, Monsieur Kniazev fait de même. Ces arrangements informels, ces systèmes d'entraide mutuelle, sont la manière dont les gens survivent. Votre mère vous tend une tasse de thé noir fort et un bol de kasha, une bouillie de sarrasin sucré avec une précieuse cuillère de sucre. Vous mangez rapidement, debout pour gagner du temps. La routine est si ancrée que vous la remarquez à peine. On dit qu'il pourrait y avoir des oranges au gastronom aujourd'hui, dit votre mère, faisant référence à l'épicerie d'État à 3 pâtés de maison. Je vais essayer d'y aller pendant ma pause déjeuner. Des oranges. Le mot lui-même semble exotique, une explosion de couleurs dans l'hiver monochrome. Elles apparaissent rarement, ces fruits du Sud qui arrivent à Leningrad depuis la Géorgie soviétique ou parfois même de l'étranger. Leur rareté les rend spéciales. Si votre mère a la chance d'en obtenir, une sera gardée pour une occasion spéciale. Peut-être même le nouvel an, encore à des mois de là. Vous finissez votre thé, prenez votre manteau sur son crochet, en laine épaisse, pratique plutôt que mode, et vous préparez à affronter la journée. Avant de partir, vous vous regardez dans le petit miroir près de la porte. Vos vêtements sont propres et présentables, sinon exactement élégants. Le style n'est pas une priorité dans les années 1950 en Union soviétique, surtout pas pour les travailleurs ordinaires. La fonctionnalité compte plus que la mode. À l'extérieur de l'appartement, l'escalier est sombre et sent légèrement le chou et le tabac. L'ascenseur, installé dans les années 1930, est en panne depuis aussi loin que tout le monde s'en souvienne. Vous descendez 5 étages, vos pas résonnant dans la cage d'escalier. La rue vous accueille avec une bouffée d'air froid. Octobre à Leningrad marque le début de la longue descente vers l'hiver. Le ciel est de la couleur du ciment humide, et une légère bruine tombe. Pas tout à fait de la pluie, mais assez pour assombrir votre humeur avec votre manteau. Les gens se pressent sur les trottoirs, col relevé, tête baissée contre le temps. L'arrêt de tram est bondé de travailleurs se dirigeant vers le quart du matin. Vous rejoignez la foule, tapant des pieds contre le froid. Quand le tram arrive enfin, il est déjà plein, mais tout le monde parvient à se faufiler à bord, les corps pressés les uns contre les autres dans une étrange intimité que personne ne reconnaît. Le tram brinque-balle à travers les rues de Leningrad, passant devant les grands bâtiments de l'ère impériale, maintenant divisés en appartements communautaires comme le vôtre, devant des immeubles d'appartements plus récents construits à la hâte après la guerre pour répondre à la pénurie désespérée de logements. La ville est un millefeuille d'histoire. Des palais baroques côtoient des clubs ouvriers constructivistes et une architecture stalinienne classique. À travers les vitres embuées, vous apercevez la ville qui s'éveille.
Des files d'attente se forment déjà devant les magasins. Des femmes avec des sacs enfilés espérant une livraison de quelque chose valant la peine d'être achetée. Des balayeurs de rue en gilet orange nettoyant les débris de la veille. Des affiches sur les murs proclament le succès du dernier plan quinquennal, montrant des travailleurs heureux dépassant leurs quotas. Leurs visages sont illuminés par la ferveur socialiste. La réalité dans le tram est moins enthousiaste. Les visages sont fatigués, résignés à une autre journée de travail dans des usines ou des bureaux où l'initiative est rarement récompensée et où atteindre le plan compte, pas la productivité réelle ou l'innovation. Pourtant, il y a aussi une certaine sécurité. Tout le monde a un emploi. Tout le monde a une place, même modeste. À votre arrêt, vous vous frayez un chemin vers la sortie, marmonnant « excusez-moi » et « pardon » en marchant sur des pieds et en frôlant des manteaux humides. Dehors à nouveau, vous rejoignez le flot de travailleurs se dirigeant vers les portes de l'usine. L'usine Kirov s'étend devant vous, un vaste complexe de bâtiments où des milliers de travailleurs produisent des machines pour l'État soviétique. Les cheminées relâchent des panaches dans le ciel gris, et le bruit du métal contre le métal crée un fond industriel constant. L'usine est une ville en soi avec ses propres rythmes et hiérarchies. À la porte, vous montrez vos papiers aux gardes qui les regardent à peine. Ils vous voient tous les jours, après tout. À l'intérieur, vous vous dirigez vers votre section, saluant des collègues en chemin. Le vestiaire est humide de la chaleur corporelle des travailleurs enlevant leurs vêtements de ville pour enfiler leur tenue de travail. La conversation est discrète, pratique. Qui a entendu parler d'une livraison de bottes d'hiver au grand magasin? Quel enfant est malade? Quelle section de l'usine pourrait dépasser son quota ce mois-ci, offrant à tous une prime? Votre casier contient vos vêtements de travail, un pantalon robuste, une chemise épaisse, un équipement de protection pour votre travail spécifique. Vous vous changez rapidement. La journée de travail n'attend personne, et le retard peut causer des ennuis avec le chef d'équipe, ou pire, attirer l'attention du représentant du parti qui surveille la discipline des travailleurs. Le sol de l'usine bourdonne déjà d'activité lorsque vous arrivez à votre poste. Le bruit est immédiat et enveloppant. Les machines martèlent, le métal crisse contre le métal. Les cris des contremaîtres se font entendre au-dessus du vacarme. L'air est épais d'une odeur d'huile, de métal chaud et de la sueur de centaines de travailleurs. Votre travail est précis et répétitif, manipulant un tour qui façonne des composants métalliques pour des tracteurs. Ces tracteurs iront dans des fermes collectives à travers l'Union soviétique, dans le cadre de l'effort incessant pour mécaniser l'agriculture et augmenter la production. Vous êtes fier de votre travail malgré la monotonie. Il y a quelque chose de satisfaisant à voir le métal brut transformé en une pièce utile, à savoir que vos mains ont créé quelque chose qui aidera à nourrir le pays. La matinée passe dans le rythme familier du travail. Vos mains bougent presque sans pensée consciente, la mémoire musculaire prenant le relais. Votre esprit vagabonde, comme souvent, vers des rêves et des projets. Peut-être économiser pour une radio. Peut-être un jour obtenir votre propre appartement grâce à la liste de logements de l'usine, bien que l'attente soit longue de plusieurs années. Peut-être voir votre nom sur le tableau des meilleurs travailleurs, gagnant un peu d'argent supplémentaire et du respect. Autour de vous, la grande machine de l'industrie soviétique continue de grincer. Les travailleurs à leur poste, chacun un rouage dans l'immense appareil de l'économie d'État. Des quotas à atteindre, des plans à réaliser. L'homme et la femme soviétiques nouveau construisant le socialisme par le travail. Mais la réalité est plus complexe que ne le suggèrent les affiches de propagande. Vous voyez comment les coins sont rognés quand les matériaux manquent. Comment la qualité est sacrifiée pour la quantité lorsque la fin du mois approche et que les quotas se profilent. Comment les chiffres officiels rapportés vers le haut ont peu de ressemblance avec ce qui est réellement produit. Vous voyez aussi les petites résistances, les travailleurs ralentissant quand les superviseurs ne regardent pas, économisant leur énergie, les blagues chuchotées pendant les pauses, des moqueries subtiles du système dont tout le monde dépend mais auquel peu croient encore pleinement. Les réseaux informels qui garantissent que vous pouvez obtenir les pièces dont vous avez besoin quand les canaux officiels échouent. C'est la double réalité de la vie soviétique dans les années 1950. L'histoire officielle du progrès socialiste avançant toujours et l'expérience vécue des gens ordinaires naviguant dans les pénuries, la bureaucratie et les 1000 petites frustrations de l'existence quotidienne. À la mi-matinée, la sirène de l'usine retentit pour la première pause. 10 minutes pour s'étirer, pour prendre une cigarette rapide pour ceux qui fument, pour échanger quelques mots avec les collègues. La cantine de l'usine est ouverte, servant du thé léger et des collations de base. Certains travailleurs apportent leur propre nourriture de la maison, un sandwich peut-être, ou des restes de cacha du petit déjeuner.
Vous sortez un moment, reconnaissant pour l'air frais malgré la bruine. La cour de l'usine est en béton gris, mais au-delà des murs, vous pouvez voir la ville et, plus loin, des aperçus de la mer Baltique. Même à travers la brume industrielle, Leningrad a une certaine beauté. La ville construite par Pierre le Grand comme la fenêtre de la Russie sur l'ouest. La ville qui a survécu à 900 jours de siège nazi pendant la guerre. La sirène retentit à nouveau. La pause est terminée. Retour aux machines. Retour aux quotas. Retour à la construction de l'avenir socialiste, une pièce de tracteur à la fois. La journée s'étire devant vous, prévisible dans ses exigences, mais pleine des petits drames humains qui se déroulent dans tout lieu de travail. Et en retournant à votre poste, ajustant vos lunettes de protection et vérifiant vos outils, vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous, une vaste expérience dans la création d'un type de société différent. Pour le meilleur ou pour le pire, le système soviétique a ses défauts profonds, ses répressions et ses pénuries, ses contradictions entre idéologie et réalité, mais il offre aussi une sécurité de base, un sentiment d'appartenance que beaucoup trouvent réconfortant dans un monde incertain. Le tour redémarre, les copeaux de métal s'enroulant loin de la lame. Un autre composant prend forme sous vos mains exercées. Une autre petite pièce de l'économie soviétique se met en place. Le quart du matin continue, chaque heure marquée par l'horloge de l'usine que tout le monde surveille avec la même intensité. Le temps avance différemment ici, s'étirant pendant les longues heures de travail, puis accélérant soudainement à l'approche de la fin du quart. Il y a un rythme à la vie d'usine, aussi prévisible que les saisons, mais jamais tout à fait le même. De jour en jour, vous travaillez régulièrement, votre esprit à moitié sur la tâche et à moitié ailleurs, sur la soirée à venir, sur la lettre reçue hier d'un cousin à Moscou, sur la rumeur que l'usine pourrait dépasser son quota mensuel, ce qui signifie une prime pour tout le monde. Petits espoirs et préoccupations, la texture de la vie ordinaire. Autour de vous, la grande symphonie industrielle continue, les sons des machines, des voix humaines criant des instructions ou des avertissements, du métal et du bois et des matériaux de base de la production. C'est le son du socialisme en construction, du moins c'est ce que disent les slogans. La réalité, comme toujours, est plus compliquée, mais pour l'instant, le travail continue, vous emportant à travers la matinée vers ce que le reste de la journée pourrait apporter. La sirène de l'usine retentit, signalant le changement de quart. Nous sommes maintenant en 1962, et l'Union soviétique a évolué depuis la mort de Staline. Le dégel de Khrouchtchev a apporté des changements subtils à la vie quotidienne. La peur qui imprégnait autrefois tout s'est atténuée, bien qu'elle n'ait pas complètement disparu. Les gens parlent un peu plus librement, bien qu'ils surveillent toujours ce qu'ils disent et où ils le disent. Vous avez progressé dans le monde après des années de service fidèle à l'usine Kirov. Vous avez été promu superviseur de section dans une usine plus récente à Moscou. La capitale vibre d'une énergie que Leningrad, malgré toute sa beauté, ne pouvait égaler. Moscou est le cœur du pouvoir soviétique, où des décisions affectant des millions de personnes sont prises derrière les murs du Kremlin. Plus important encore, vous avez maintenant votre propre appartement. Pas une chambre dans un communautaire, mais un véritable appartement d'une chambre dans l'un des nouveaux bâtiments Khrouchtchevka qui surgissent à travers Moscou. Ces immeubles de 5 étages sont basiques, construits à bas coût avec des murs fins et des cuisines minuscules. Mais ils offrent quelque chose de précieux, l'intimité. Votre propre entrée, votre propre salle de bain, votre propre cuisine. Après des années de vie communautaire, cela semble un luxe inimaginable. Les bâtiments eux-mêmes sont identiques, rangés après rangées de blocs rectangulaires disposés en micro-quartiers. De l'extérieur, ils ressemblent à des classeurs géants pour humains. Mais à l'intérieur de chaque appartement, les gens créent des foyers, ajoutant leur propre touche aux espaces standardisés. Votre appartement a un petit balcon où vous avez placé quelques plantes qui luttent contre la pollution de Moscou. Le mobilier est standard soviétique, fonctionnel plutôt que beau, mais il est à vous. La routine matinale est différente maintenant. Vous vous réveillez avec un réveil plutôt qu'avec les bruits des voisins. La salle de bain est libre quand vous en avez besoin. Le petit déjeuner est toujours du thé et peut-être du pain avec du beurre, mais vous le préparez dans votre propre cuisine à votre propre rythme. Petite liberté, mais elle compte. Votre trajet a également changé. Le métro de Moscou est une merveille de l'ingénierie et de l'architecture soviétique. Contrairement au système de métro utilitaire de nombreuses villes occidentales, les stations de Moscou sont des palais souterrains décorés de mosaïques, de sculptures et de lustres de la propagande, oui, mais une belle propagande conçue pour élever l'expérience quotidienne des travailleurs ordinaires,
pour suggérer que le système soviétique les valorise assez pour rendre même les transports beaux. Vous vous tenez sur le quai bondé entouré de travailleurs se dirigeant vers des usines, des bureaux et des chantiers à travers la capitale. Le train arrive précisément à l'heure. Le métro de Moscou est réputé pour sa fiabilité, et vous vous faufilez à bord avec des dizaines d'autres. Malgré la foule, il y a un silence particulier. Peu de gens discutent pendant le trajet à Moscou. Certains lisent des journaux ou des livres, mais la plupart regardent devant eux, perdus dans leurs pensées, économisant leur énergie pour la journée de travail à venir. Votre arrêt se trouve dans un quartier industriel à la périphérie de Moscou. L'usine elle-même est plus récente que l'usine Kirov. Construite pendant l'expansion industrielle d'après-guerre, elle produit des composants pour les téléviseurs soviétiques, encore un article de luxe pour beaucoup de familles, mais de plus en plus courant à mesure que le niveau de vie soviétique augmente lentement. En tant que superviseur de section, vous avez des responsabilités au-delà de votre propre productivité. Vous supervisez 20 travailleurs, vous assurant qu'ils atteignent leur quota, maintenant la discipline, et gérant les problèmes inévitables qui surviennent lorsque les matériaux manquent ou que les machines tombent en panne. C'est une position délicate, coincée entre les exigences de la direction supérieure et les réalités auxquelles font face les travailleurs sur le terrain. Vous arrivez tôt, comme toujours. Les bons superviseurs donnent l'exemple. Votre bureau n'est guère plus qu'un cubicule à parois vitrées au bord du sol de l'usine, mais il représente votre ascension dans le système. Sur le bureau se trouve une photo de votre famille, un téléphone qui relie aux autres départements, et des piles de paperasse, la documentation sans fin qui huile les rouages de la bureaucratie soviétique. La réunion matinale avec les autres superviseurs est le premier point à l'ordre du jour. Le directeur de l'usine, le camarade Volkov, préside. C'est un homme du parti, assez compétent, mais qui doit sa position plus à sa fiabilité politique qu'à son expertise technique. Son adjoint, l'ingénieur en chef Sakharov, est celui qui comprend vraiment comment les choses fonctionnent. Cette division entre l'autorité politique et la connaissance pratique est typique de tout le système soviétique. Camarade, commence Volkov, je viens de la réunion du ministère. Les objectifs du plan pour le 3e trimestre ont été augmentés. Nous devons augmenter la production de 12%. Un murmure parcourt la salle. 12% est substantiel, surtout en milieu d'année lorsque les ressources ont déjà été allouées sur la base du plan initial. Où sommes-nous censés trouver les matériaux supplémentaires, demande Antonina Sagnière, superviseur de la section d'assemblage. Elle est à l'usine depuis son ouverture et n'a pas peur de poser des questions difficiles. Volkov hausse légèrement les épaules. Le ministère nous assure que l'augmentation des approvisionnements suivra. En attendant, nous devons trouver des réserves dans nos allocations actuelles. Tout le monde sait ce que cela signifie. Réserve est un code pour couper les coins, pour se débrouiller, pour les 1000 improvisations qui maintiennent les usines soviétiques en fonctionnement malgré le système de planification rigide. C'est compris, mais jamais officiellement reconnu, que répondre aux objectifs nécessite souvent des solutions créatives qui ne suivent pas strictement les réglementations. La réunion se poursuit avec des mises à jour sur divers problèmes, un retard de livraison de composants de Sorov, une visite des officiels du parti la semaine prochaine, la compétition sportive de l'usine à venir. Tout au long, il y a le sous-texte que tout le monde comprend, les objectifs officiels et les réalités pratiques s'alignent rarement parfaitement, et l'écart doit être navigué avec soin. Après la réunion, vous vous dirigez vers votre section pour accueillir les travailleurs à leur arrivée. Vous les connaissez tous, leurs forces et leurs faiblesses, leur situation familiale, leurs ambitions ou leur absence. Il y a Misha, un technicien talentueux qui boit trop. Galina, une jeune femme récemment diplômée d'une école technique. Le vieux Fiodor, qui se souvient de la guerre et travaille avec un soin méticuleux, mais à son propre rythme. Bonjour, camarades, dites-vous alors qu'ils se rassemblent. Nous avons de nouveaux objectifs d'en haut. Une augmentation de 12%. Les réponses sont prévisibles, grognements, yeux levés au ciel, quelques commentaires marmonnés, mais il n'y a pas de véritable résistance. Tout le monde sait comment le système fonctionne. Les objectifs augmentent, les travailleurs s'adaptent, la vie continue. Nous commencerons par vérifier notre inventaire, continuez-vous. Galina, Nikolai, passez en revue la salle de stockage. Comptez tout, y compris les réserves non officielles. Tout le monde comprend que les réserves non officielles sont des composants et des matériaux cachés pour les urgences. Une pratique courante dans les usines soviétiques où les canaux d'approvisionnement officiels échouent souvent à livrer à temps. C'est techniquement contre les réglementations, mais sans de telles mesures, la production s'arrêterait fréquemment.
Alors que les travailleurs se dispersent vers leur poste, vous ressentez la tension familière de votre position. Vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs planifiés, ce qui signifie pousser vos travailleurs à produire plus, plus vite. Mais vous connaissez aussi leurs capacités et leurs limites. Pousser trop fort, et la qualité en souffre ou les machines tombent en panne. Pas assez fort, et vous manquez les objectifs, avec des conséquences pour les primes de chacun et peut-être pour votre position. La journée d'usine s'installe dans son rythme. Les machines bourdonnent. Les composants avancent le long de la ligne de production. Les travailleurs effectuent leurs tâches spécialisées avec divers degrés d'enthousiasme et de précision. Votre travail est de maintenir ce flux, de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises, de maintenir l'équilibre délicat entre quantité et qualité qu'exige le plan. À la mi-matinée, la première crise frappe. Une machine sur la ligne d'assemblage s'arrête. L'opérateur, Yvan, lève les yeux avec frustration. Même problème que le mois dernier. Le moteur surchauffe. Vous examinez la machine. Elle aurait dû être remplacée il y a des années, mais le nouvel équipement promis par le ministère n'est jamais arrivé. Appelez Petro de la maintenance, dites-vous à un travailleur à proximité. Puis à Yvan, pouvez-vous travailler sur l'unité de secours en attendant? L'unité de secours est plus ancienne et plus lente, mais elle fonctionne. C'est une autre adaptation non officielle, maintenir en fonctionnement de vieux équipements au-delà de leur remplacement prévu, trouver des solutions de contournement pour les pénuries chroniques. Les usines soviétiques excellant dans l'improvisation, à se débrouiller avec ce qui est disponible plutôt qu'avec ce qui est nécessaire. Petro arrive, boîte à outils en main. Il est proche de l'âge de la retraite, avec des décennies d'expérience à réparer des machines que les protocoles officiels auraient mises au rebut depuis longtemps. Encore, soupire-t-il en voyant le problème. Je vais voir ce que je peux faire, mais il nous faut la nouvelle pièce de Kharkov. Y a-t-il quelque chose dans l'atelier que nous pourrions utiliser? Demandez-vous, signifiant, pouvez-vous fabriquer quelque chose qui fonctionnera assez bien? Petro réfléchit. Peut-être. Laissez-moi vérifier ce que Sergueï a en réserve. Il se dirige vers l'atelier de maintenance, où Sergueï, le chef de la maintenance, garde son propre inventaire non officiel de pièces récupérées sur d'autres machines ou fabriquées sur place. C'est ainsi que les choses se font réellement, par des relations personnelles, des canaux non officiels et des interprétations créatives des règles. Le système formel, avec ses plans rigides et l'allocation centralisée des ressources, est trop lent et peu réactif pour répondre aux défis quotidiens de la production. Ainsi, un système parallèle a évolué, auquel tout le monde participe, mais que personne n'admet officiellement. Vers midi, Petro remet la machine en marche, bien qu'il avertisse qu'elle ne tiendra pas longtemps sans la pièce de rechange appropriée. Vous notez de contacter votre homologue à l'usine de Kharkov. Vous les avez aidés une fois avec des condensateurs pendant une pénurie, et peut-être qu'ils rendront l'appareil. La pause déjeuner offre un bref répit. La cantine de l'usine sert une nourriture basique mais copieuse à des prix fortement subventionnés, soupe de choux, côteletis, pâte de viande, avec de la purée de pommes de terre, compote à boire. La nourriture est un carburant ici, pas une expérience à savourer. Les travailleurs mangent rapidement, certains lisant le journal de l'usine, d'autres discutant du match de hockey de la veille ou partageant des nouvelles familiales. Vous vous asseyez avec les autres superviseurs, la conversation mêlant discussion professionnelle et ragot prudent. Qui est considéré pour une promotion au bureau central? Est-il vrai que l'usine d'électronique de l'autre côté de la ville a reçu une livraison de composants japonais? Les plannings de vacances d'été seront-ils bientôt approuvés? L'information est une monnaie précieuse dans le système soviétique, et ces échanges informels sont la manière dont elle circule en grande partie. Les canaux officiels ne fournissent que des faits sélectifs, alors les gens comptent sur des réseaux personnels pour combler les lacunes. Le résultat est une société où les rumeurs prospèrent aux côtés des déclarations officielles, où la vérité se trouve souvent quelque part au milieu, et où tout le monde devient habile à lire entre les lignes. Après le déjeuner, vous vérifiez la production de l'après-midi. Les chiffres semblent bons jusqu'à présent, pas assez pour atteindre l'objectif accru, mais mieux que ce que vous craignez. Il faudra trouver des gains d'efficacité quelque part, cependant. Peut-être que le quart de soirée peut prendre en charge un travail supplémentaire si vous organisez un paiement supplémentaire via le système de primes. Le système de primes est un autre élément clé de la vie industrielle soviétique. Les salaires de base sont relativement bas et standardisés, mais les primes pour dépasser les quotas peuvent augmenter considérablement le salaire d'un travailleur. C'est la manière de l'État de fournir des incitations dans un système qui rejette officiellement la compétition capitaliste. En pratique,
cela crée ses propres distorsions, encourageant la quantité au détriment de la qualité, conduisant à des pics de production en fin de mois et parfois à une falsification pure et simple des chiffres. Votre après-midi est consacré à la paperasse qui documente tout ce que la section produit. L'économie soviétique repose sur la documentation, des formulaires remplis en 3 exemplaires, des rapports pour divers départements, des statistiques qui remontent la hiérarchie pour devenir une partie de la vaste collecte de données qui guide soi-disant la planification centrale. On ne sait pas dans quelle mesure ces informations influencent réellement les décisions au sommet, mais la paperasse doit être complétée néanmoins. À votre bureau, vous remplissez des rapports de production tout en gardant un œil sur le sol de l'usine à travers la cloison vitrée. Vous êtes devenu habile à cette division de l'attention, satisfaisant la bureaucratie tout en gérant la production réelle. C'est une compétence que tout manager soviétique performant développe. Un coup à votre porte interrompt la paperasse. C'est Dimitri du département du personnel, un jeune homme avec des ambitions au-delà de sa position actuelle. Ces visites signifient généralement soit un problème, soit une opportunité, parfois les deux. Camarade superviseur, dit-il avec une formalité qui suggère une affaire officielle, le comité du parti examine les candidats pour le programme de formation avancée à Moscou. Votre nom a été mentionné. C'est une nouvelle importante. Le programme de formation avancée pourrait mener à un poste au niveau du ministère, un progrès considérable en termes de responsabilité et de privilèges. Mais de telles opportunités dans le système soviétique viennent toujours avec des dimensions politiques. Je suis honoré, répondez-vous prudemment. Qui m'a recommandé? La question est importante. Le parrainage compte dans la hiérarchie soviétique, et savoir qui vous soutient aide à naviguer dans les courants invisibles du pouvoir. Dimitri sourit légèrement. Le camarade Sakharov a parlé très favorablement de vos compétences techniques, et bien sûr, votre participation au projet de travail volontaire du week-end l'année dernière a été notée positivement. La traduction est claire, l'ingénieur en chef valorise votre compétence, et votre enthousiasme visible pour les activités officiellement promues a été reconnu. C'est ainsi que fonctionne l'avancement, une combinaison de véritables capacités et de fiabilité politique démontrée. Pas nécessairement l'adhésion au parti où beaucoup de managers ne sont pas membres du parti mais au moins une volonté de participer au rituel qui affirme la loyauté au système. Le comité aimerait voir plus d'implication dans les sessions d'éducation politique de l'usine, ajoute Dimitri. Peut-être pourriez-vous en diriger une le mois prochain. Le sujet est l'innovation technique au service de la construction socialiste. Et voilà l'accord implicite, montrer plus d'engagement politique, et le chemin vers l'avancement s'ouvre plus largement. Ce n'est pas une coercition grossière, vous pourriez refuser sans conséquence immédiate mais les incitations sont claires. Je serais heureux de préparer quelque chose, dites-vous, sachant qu'une soirée ou deux de recherche et d'écriture est un petit prix pour un potentiel avancement de carrière. Après le départ de Dimitri, vous retournez sur le sol de l'usine pour les dernières heures du quart. L'énergie de l'après-midi est différente, une combinaison de fatigue et de la poussée pour compléter les quotas de la journée. Les travailleurs se déplacent avec une efficacité exercée, leur corps connaissant les routines même si leurs esprits peuvent vagabonder vers les plans du soir ou les préoccupations personnelles. Vous faites vos rondes, vérifiant la qualité, offrant des encouragements ou des corrections aux besoins, maintenant les connexions humaines qui permettent aux choses de fonctionner sans heurts. Un mot d'éloge ici, une suggestion là, un avertissement discret à un travailleur dont l'attention faiblit. Ces micro-interactions sont aussi importantes que les procédures formelles pour maintenir la productivité. À l'approche de la fin du quart, il y a l'accélération habituelle de l'activité. Personne ne veut laisser des tâches inachevées pour le quart du soir, en partie par fierté professionnelle, et en partie parce que le travail inachevé reflète mal les performances de la section. La dernière heure voit un tourbillon d'achèvement, de contrôle de qualité et de passage de relais. Enfin, la sirène retentit, signalant la fin du quart de jour. Les travailleurs nettoient rapidement leur poste à un point de discipline industrielle soviétique avant de se diriger vers les vestiaires. Les travailleurs du quart du soir arrivent déjà, créant un bref chevauchement où les informations sont échangées, les problèmes mis en évidence, la continuité maintenue. Votre journée n'est pas tout à fait terminée. Il y a une réunion finale avec les autres superviseurs pour examiner la production de la journée et traiter tout problème avant demain. Mais en marchant vers le bâtiment administratif, vous ressentez le changement subtil de votre moi professionnel vers votre moi privé qui commence. Bientôt, vous franchirez les portes de l'usine, et malgré les tentatives du système pour brouiller les frontières entre travail et vie personnelle, vous entrerez dans un rôle différent en tant que voisin, membre de la famille, ami, individu. Cette séparation n'est pas complète dans la société soviétique,
où l'identité professionnelle pèse lourdement dans tous les aspects de la vie. Mais il y a encore une distinction, un espace où les pensées et les relations privées existent à part des rôles officiels. C'est dans cet espace, dans les appartements, les cuisines, les cercles d'amis de confiance, que beaucoup de ce qui rend la vie significative se déroule. Malgré les tentatives du système pour collectiviser toute l'expérience, la soirée s'étend devant avec ses propres possibilités et contraintes. Peut-être un arrêt à un magasin si une rumeur de produits disponibles se révèle vraie, une heure d'attente si nécessaire. Peut-être une visite à l'appartement d'un ami pour du thé et une conversation, ou une soirée tranquille à la maison avec un livre ou la radio. Petit plaisir dans le cadre d'un système qui promet des réalisations collectives mais offre surtout des limitations collectives. En entrant dans la salle de réunion, vous portez avec vous cette conscience de l'écart entre les récits officiels et l'expérience vécue, entre les promesses socialistes et les compromis quotidiens, entre le citoyen soviétique idéal dépeint dans les affiches et les vraies personnes naviguant dans un système complexe avec un mélange de conformité, de résistance et de simple persévérance. C'est dans cet écart que se déroule la véritable histoire de la vie soviétique. Jour après jour ordinaire. Le soleil du matin filtre à travers des rideaux blancs dans un appartement de Moscou. Nous sommes maintenant en 1968, et le monde change. À Paris, les étudiants se révoltent. En Amérique, les protestations contre la guerre du Vietnam s'intensifient. Et ici, en Union soviétique, une nouvelle génération atteint l'âge adulte, une génération qui n'a aucun souvenir personnel de la terreur de Staline ou des épreuves de la Seconde Guerre mondiale. Le réveil sonne, et Natacha, âgée de 13 ans, tend la main pour l'éteindre. Contrairement à la génération de ses parents, Natacha n'a jamais connu la vie communautaire. Elle a grandi dans cet appartement petit mais privé avec sa propre petite chambre qui sert aussi de bureau. La chambre contient un lit étroit, un bureau et des étagères remplies de volumes soigneusement sélectionnés, allant des histoires pour enfants soviétiques approuvées aux traductions de Jules Verne et Jack London qui introduisent les jeunes citoyens soviétiques à des mondes étrangers dans des formats politiquement acceptables. Sur son bureau se trouve un devoir de grammaire russe presque terminé. L'éducation est une affaire sérieuse en Union soviétique, et les enfants l'apprennent tôt. L'État investit massivement dans l'éducation avec un programme rigoureux axé sur les mathématiques, les sciences et la langue russe. Les langues étrangères sont également enseignées, souvent l'allemand ou l'anglais, bien que l'accent soit mis sur la lecture de littérature technique plutôt que sur la conversation. L'uniforme scolaire de Natacha est suspendu derrière la porte. Une robe brune avec un tablier noir pour les jours ordinaires, un tablier blanc pour les occasions spéciales. Autour de son cou, elle portera l'écharpe rouge qui la désigne comme pionnière, membre de l'organisation PAN soviétique des pionniers Vladimir Lénine. Presque tous les enfants soviétiques entre 9 et 14 ans sont pionniers. Ce n'est pas techniquement obligatoire, mais ne pas participer soulèverait des questions sur l'engagement idéologique d'une famille et pourrait limiter les opportunités futures d'un enfant. L'écharpe des pionniers est plus qu'un vêtement, c'est un symbole d'appartenance au collectif, de participation à la culture jeunesse officielle que l'État soviétique a soigneusement construite. Natacha la noue avec une aisance exercée, la routine aussi familière que se brosser les dents ou tresser ses cheveux. Dans la cuisine, sa mère prépare déjà le petit déjeuner, de la kasha encore, la bouillie omniprésente qui forme la base de nombreux repas soviétiques, accompagnés de pain noir et de thé. Son père est assis à la table, lisant Pravda, le journal officiel du parti. La radio joue doucement en fond, diffusant le programme d'exercices matinaux suivi des nouvelles mettant l'accent sur les réalisations industrielles et l'amitié entre les pays socialistes. « Dépêche-toi, Natacha, dit sa mère, tu as une réunion des pionniers avant les cours aujourd'hui. » Les réunions des pionniers font partie intégrante de la vie scolaire, des sessions où les enfants participent à des activités organisées conçues pour inculquer les valeurs soviétiques. Ils chantent des chansons patriotiques, discutent des réalisations de Lénine et du parti, planifient des projets de services communautaires et se préparent pour diverses compétitions entre les troupes de pionniers. Ces activités ne sont pas considérées comme de l'endoctrinement, mais comme une éducation civique appropriée, enseignant aux enfants leur rôle dans le collectif et leur responsabilité de contribuer à la société. Natacha mange rapidement, rassemble ses affaires scolaires et sort. L'école est à distance de marche, l'un des avantages de l'urbanisme soviétique, où les micro-quartiers sont conçus avec des écoles, des magasins et d'autres services regroupés près des immeubles résidentiels. Le matin est frais, l'automne peignant les arbres des parcs de Moscou avec des touches d'or et de rouge. D'autres enfants en uniformes identiques convergent vers l'école depuis les immeubles voisins, créant des flots de brun et de blanc se dirigeant vers le bâtiment imposant avec sa statue de Lénine à l'entrée. À l'intérieur, Natacha rejoint sa troupe de pionniers dans la salle d'assemblée.
30 enfants se tiennent en formation, leurs écharpes vivent contre leurs uniformes. À l'avant, la dirigeante des pionniers, une jeune femme étudiant l'éducation à l'université, les appelle à l'attention. La cérémonie commence par le lever du drapeau soviétique et la récitation du serment des pionniers. Moi, jeune pionnier de l'Union soviétique, en présence de mes camarades, je promets solennellement d'aimer passionnément ma patrie soviétique, de vivre, d'étudier et de lutter comme l'a légué le grand Lénine, selon les lois des pionniers de l'Union soviétique. Les mots sont familiers, répétés si souvent qu'ils sont devenus presque automatiques. Pourtant, il y a encore quelque chose de bouleversant à entendre 30 jeunes voix parler à l'unisson, affirmant leur place dans la grande expérience soviétique. L'expérience collective est puissante, créant des liens entre les enfants qui grandiront ensemble, étudieront ensemble et travailleront éventuellement ensemble dans diverses branches de l'économie soviétique. Après la cérémonie, les cours réguliers commencent. La journée scolaire soviétique est structurée et intensive, commençant généralement à 8h30 et se prolongeant jusqu'à la mi-après-midi, 6 jours par semaine. Les matières sont enseignées en période de 45 minutes avec de courtes pauses entre elles. Le programme est standardisé à travers le pays, un enfant à Moscou apprend exactement la même matière qu'un enfant à Vladivostok ou Tachkent, suivant des manuels et des plans de cours identiques. Le premier cours de Natacha est les mathématiques, enseigné par une femme sévère dont le dévouement à sa matière n'a d'égal que son intolérance pour l'insouciance. L'éducation soviétique met l'accent sur les mathématiques et les sciences, des domaines où le pays rivalise à l'international et qui forment la base des carrières en ingénierie et technique requises par l'économie planifiée. Le style d'enseignement est traditionnel, l'enseignant explique les concepts au tableau, les élèves prennent des notes, complètent des exercices et sont appelés au tableau pour démontrer leur compréhension. L'apprentissage par cœur et la mémorisation jouent un rôle important, surtout dans des matières comme l'histoire, où l'interprétation officielle des événements doit être absorbée précisément. Mais il y a aussi une véritable rigueur intellectuelle, en particulier dans les mathématiques et les sciences. À la fin de l'école secondaire, les élèves soviétiques ont généralement terminé des cours d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, de calcul, de physique, de chimie et de biologie à des niveaux qui dépassent souvent les exigences d'admission des collèges occidentaux. Après les mathématiques vient la littérature russe, une autre pierre angulaire de l'éducation soviétique. Les élèves étudient les classiques de la littérature russe de manière approfondie, bien que les interprétations soient filtrées à travers le prisme de l'idéologie soviétique. Pouchkine, Tolstoï et Tchekhov sont présentés non seulement comme de grands écrivains, mais comme des critiques de l'ordre pré-révolutionnaire et des précurseurs de la conscience soviétique. Pour le déjeuner, les élèves mangent à la cantine scolaire, un repas simple de soupe, de côteletis, pâtes de viande et de compotes, boissons aux fruits, subventionnés par l'État pour garantir que tous les enfants reçoivent une nutrition adéquate, quelles que soient les circonstances familiales. L'égalité de la cantine, comme l'uniformité de l'habillement, renforce la nature collective de l'éducation soviétique. Les cours de l'après-midi incluent l'histoire, enseignée strictement selon les principes marxistes-léninistes avec un accent sur la lutte des classes et le progrès inévitable vers le socialisme, et l'éducation physique, où la forme physique de base est complétée par une formation prémilitaire, surtout pour les garçons. Le système soviétique considère le développement physique comme inséparable de la croissance intellectuelle, préparant les enfants à être à la fois des travailleurs productifs et des défenseurs de la patrie socialiste si nécessaire. Après l'école, Natacha ne rentre pas immédiatement chez elle. Comme beaucoup d'enfants soviétiques, sa journée comprend des activités extrascolaires organisées par l'école ou les pionniers. Aujourd'hui, c'est une répétition de chorale, préparant des chansons patriotiques pour la célébration prochaine de la Révolution d'octobre. Les autres jours peuvent inclure du sport, un club d'échecs, des cercles techniques où les enfants apprennent des compétences de base en ingénierie, ou diverses formes de services communautaires. Ces activités ont plusieurs objectifs, elles offrent des environnements sûrs et supervisés pour les enfants de parents qui travaillent, développent des talents qui pourraient servir l'État, et socialisent davantage les enfants dans les valeurs et comportements collectifs soviétiques. Elles sont également véritablement agréables pour beaucoup d'enfants, offrant des opportunités de développer des amitiés et des intérêts au-delà du programme académique. Le soir tombe tôt à l'automne à Moscou. Quand Natacha rentre chez elle, les lampadaires brillent déjà dans le crépuscule naissant. Ses parents ne seront pas de retour avant 1 heure où tous deux travaillent à temps plein, comme presque tous les adultes soviétiques. L'appartement est vide, mais Natacha a sa clé autour du cou, un autre marqueur de l'enfance soviétique où la responsabilité indépendante vient tôt. Elle se prépare une collation simple et s'installe à son bureau pour compléter ses devoirs. La quantité est substantielle, l'éducation soviétique exige une étude importante en dehors des heures de classe.
Les devoirs de ce soir incluent des problèmes de mathématiques, la mémorisation d'un poème de Pouchkine et la préparation pour un test de géographie à venir sur les ressources industrielles des républiques soviétiques. Vers 19 h, ses parents rentrent du travail, fatigués, mais portant un petit trésor, des oranges, une friandise rare obtenue grâce à la distribution au travail de son père. Ces systèmes d'allocation parallèles, où les biens sont distribués par les lieux de travail plutôt que par les magasins, compensent les pénuries chroniques dans le commerce de détail régulier. Le dîner est simple mais copieux, soupe de choux, sarrasin avec une petite portion de viande, pain noir et thé. La famille mange ensemble, discutant de leur journée. Le père de Natacha pose des questions sur l'école. Sa mère lui rappelle les vêtements d'hiver à repriser. La radio joue doucement en fond, diffusant maintenant de la musique classique plutôt que des nouvelles. Après le dîner vient le temps de télévision de la famille. Le poste de télévision dans le coin du salon est relativement nouveau, une source de fierté et le centre du divertissement du soir. La programmation est limitée à quelques chaînes contrôlées par l'État, diffusant un mélange de nouvelles, de programmes éducatifs, de performances de musique classique, de films approuvés et, occasionnellement, de divertissements légers. Ce soir, il y a un documentaire sur les réalisations soviétiques dans l'espace, le programme des cosmonautes étant l'une des véritables sources de fierté nationale qui transcendent les lignes idéologiques. Les images de Youri Gagarin et d'autres héros de l'espace promeuvent le récit de la prouesse scientifique soviétique et de la supériorité du système socialiste dans le développement du potentiel humain. À l'approche de l'heure du coucher, Natacha se prépare pour le lendemain, disposant son uniforme, vérifiant son emploi du temps, organisant ses affaires scolaires. La routine est réconfortante dans sa prévisibilité, une structure imposée en partie par l'État mais intériorisée comme le rythme naturel de la vie. Avant de dormir, elle lit un moment, une collection d'histoires approuvées sur les héros pionniers, de jeunes gens dont le courage et le dévouement aux principes socialistes offrent des modèles à imiter. Les récits sont simplistes selon les normes des adultes, mais captivants pour une enfant encore en train de construire sa compréhension du monde et de sa place dans celui-ci. 5 ans passent. Natacha a maintenant 18 ans, en dernière année d'école secondaire, et les décisions qui façonneront sa vie d'adulte approchent. Le système éducatif soviétique a suivi les élèves tout au long de leurs années scolaires, identifiant leurs aptitudes et les orientant vers des futurs appropriés. Les bonnes performances de Natacha en mathématiques et en sciences l'ont désignée comme candidate à l'enseignement supérieur, peut-être en ingénierie ou en médecine. L'admission à l'université est compétitive mais basée principalement sur les performances académiques plutôt que sur les ressources financières. L'éducation à tous les niveaux est gratuite, avec des bourses fournies pour les étudiants universitaires. Cependant, le nombre de places dans chaque domaine est soigneusement planifié selon les besoins projetés de l'État pour divers spécialistes. Les préférences personnelles sont prises en compte mais subordonnées aux exigences économiques. Le Komsomol, la Ligue de la jeunesse communiste, que la plupart des jeunes soviétiques rejoignent à 14 ans lorsqu'ils quittent les pionniers, joue un rôle important dans cette période de transition. L'adhésion est encore plus importante que la participation aux pionniers, car elle devient une partie du dossier permanent d'un individu et peut affecter considérablement les opportunités futures. Les recommandations du Komsomol influencent les admissions à l'université et les placements professionnels, créant de fortes incitations à une participation active et à un engagement idéologique démontré. Natacha assiste à une réunion du Komsomol à l'école où les options universitaires sont discutées. La salle est plus sobre que les rassemblements des pionniers. Ce sont maintenant de jeunes adultes, plus conscients des contraintes du système même s'ils participent à ces rituels. Le leader du Komsomol, un étudiant universitaire remplissant son obligation d'activisme social, présente des informations sur diverses institutions et le processus de candidature. L'ingénierie est particulièrement nécessaire dans le plan quinquennal actuel, explique-t-il, surtout dans les domaines de l'électronique et de l'automatisation. L'Institut de physique et d'ingénierie de Moscou recherche des candidats qualifiés, et les membres du Komsomol avec de bons dossiers académiques recevront une considération prioritaire. Le message est clair, les talents individuels doivent être alignés sur les priorités de l'État. Pourtant, il y a aussi une véritable opportunité ici. Une fille de la classe ouvrière comme Natacha peut aspirer à devenir ingénieur, médecin ou scientifique, des parcours qui pourraient être financièrement impossibles dans de nombreux pays occidentaux. Le système a des limitations et exige la conformité, mais il offre aussi certaines formes de mobilité et de sécurité. Après la réunion, Natacha rentre chez elle avec son amie Olga. Leur conversation révèle la réalité complexe de la jeunesse soviétique au début des années 1970, un mélange de participation officielle et de scepticisme privé. « Vas-tu vraiment postuler pour l'ingénierie » demande Olga.
Je pensais que tu voulais étudier les langues. Natacha hausse les épaules. Les diplômés en ingénierie obtiennent de meilleures affectations de logement, et mon père dit qu'il y aura plus d'opportunités d'avancement. Mon cousin Sergueï connaît quelqu'un qui a des disques des Beatles, change Olga de sujet, baissant légèrement la voix. Des vrais, pas des copies. Il nous a invités à écouter samedi. C'est la double conscience que beaucoup de jeunes soviétiques développent, une conformité extérieure aux attentes officielles avec des explorations privées d'alternatives, en particulier des influences culturelles occidentales qui passent à travers le rideau de fer malgré les restrictions officielles. Les Beatles, les jeans bleus, les films américains projetés lors de rassemblements privés, ceux-ci deviennent des symboles d'un autre type de vie, entrevus imparfaitement à travers les filtres de l'isolement soviétique. Le lendemain à l'école, la classe assiste à une conférence spéciale sur la science soviétique et le progrès mondial. L'orateur, un officiel local du parti, souligne comment le système socialiste crée de meilleures conditions pour le développement scientifique que le capitalisme, où la recherche est soi-disant motivée par le profit plutôt que par les besoins humains. Les élèves écoutent avec des expressions d'intérêt appropriées, prenant des notes qui pourraient être vérifiées pour leur exactitude idéologique. Ensuite, dans le couloir, de brefs commentaires sont échangés. Mon oncle travaille à l'institut de recherche, chuchote un garçon. Il dit qu'ils ont 5 ans de retard sur les Américains en technologie informatique. Ces évaluations privées, partagées uniquement avec des amis de confiance, créent un écosystème d'information alternatif fonctionnant en parallèle des déclarations officielles. La plupart des jeunes deviennent habiles à naviguer entre ces mondes, sachant quand démontrer leur enthousiasme pour les réalisations soviétiques et quand il est sûr de reconnaître leurs limites. Pour la plupart, cela n'est pas vécu comme une hypocrisie douloureuse, mais comme une adaptation pratique à la réalité. Ils valorisent véritablement certains aspects de la vie soviétique, la sécurité, la communauté, les idéaux d'égalité et de bien-être collectif, tout en reconnaissant les échecs du système à tenir pleinement ses promesses. Peu envisagent de renverser le système. Ils créent simplement des espaces à l'intérieur où des vérités privées peuvent exister aux côtés des performances publiques. Dans la bibliothèque scolaire, Natacha recherche des options universitaires. Les livres sont usés mais complets, couvrant diverses institutions et domaines d'études. La bibliothécaire, une femme plus âgée qui travaille à l'école depuis des décennies, offre des conseils basés sur sa connaissance de générations d'élèves passés par là. Le Polytechnique a un excellent programme en ingénierie électrique, suggère-t-elle. Plusieurs de nos diplômés y ont bien réussi, et les dortoirs sont plus récents que dans d'autres institutions. Ces considérations pratiquent la qualité du logement, la réputation des professeurs, la disponibilité des bourses influencent les choix éducatifs autant que les intérêts académiques. Le système soviétique promet une éducation basée sur le mérite, mais naviguer dans ces réalités nécessite une connaissance de ces hiérarchies et réseaux non officiels. À mesure que l'année scolaire progresse, Natacha et ses camarades de classe se préparent pour les examens finaux et la transition vers la vie adulte. Pour certains, cela signifiera des études universitaires. Pour d'autres, des écoles techniques offrant une formation plus spécialisée. Pour d'autres encore, une entrée immédiate dans le monde du travail. Tous savent que leurs performances actuelles influenceront considérablement leur futur chemin dans le système. L'avenir s'étend devant eux, prévisible dans ses grandes lignes, mais avec des variations possibles dans ses structures. Ils deviendront ingénieurs, médecins, enseignants, ouvriers d'usine, employés de bureaux, contribuant à l'économie socialiste dans des rôles assignés. Ils recevront des appartements éventuellement, bien que souvent après des années sur des listes d'attente. Ils se marieront, auront des enfants, partiront en vacances dans des stations balnéaires gérées par l'État sur la mer Noire s'ils ont de la chance. Peu imaginent que le système lui-même pourrait ne pas perdurer. L'Union soviétique au début des années 1970 semble stable, malgré ses inefficacités et ses contraintes. Les expériences qui ont façonné ces jeunes, les cérémonies des pionniers, les réunions du Komsomol, l'éducation standardisée avec son accent sur la réussite collective les ont préparés à s'intégrer dans l'ordre existant, pas à le transformer. Pourtant, le changement travaille déjà sous la surface. La génération qui atteint l'âge adulte a des attentes subtilement différentes de celles de leurs parents, façonnées par une sécurité matérielle relative plutôt que par la ferveur révolutionnaire ou le sacrifice de guerre. Ils considèrent certains avantages comme acquis tout en étant plus conscients des limites du système, en particulier en comparaison avec les alternatives occidentales entrevues. Ils ne le savent pas encore, mais ils vivent ce qui sera plus tard appelé l'ère de la stagnation, les années Brejnev, lorsque le système soviétique maintenait la stabilité au prix du dynamisme, lorsque la croissance économique ralentissait tandis que la rhétorique officielle restait triomphante,
lorsque l'écart entre les déclarations publiques et les réalités privées s'élargissait progressivement. Pour l'instant, cependant, il se concentre sur des horizons immédiats, des examens à préparer, des candidatures universitaires à compléter, des responsabilités du consomol à remplir. Le système les a façonnés, mais ils commencent à façonner leur propre réponse à celui-ci, trouvant des espaces pour un sens individuel dans des cadres collectifs. Ils sont à la fois des produits de l'éducation soviétique et quelque chose de plus complexe, des jeunes avec des rêves et des doutes, de la conformité et de la curiosité, avançant vers une vie adulte dont les contours se forment encore dans la lumière changeante de l'histoire. Le tourne-disque tourne doucement dans le coin d'un appartement de Moscou. Nous sommes maintenant en 1975, et l'aiguille se pose sur un disque vinyle marqué du label Melodia, le label d'État. La musique qui en sort est de l'estrada soviétique officiellement approuvée, une musique populaire avec un accompagnement orchestral et des voix claires, chantant l'amour, la nature et parfois des thèmes patriotiques. Natacha, maintenant âgée de 25 ans, est assise dans un fauteuil à écouter. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut de physique et d'ingénierie de Moscou, elle travaille comme ingénieure dans un centre de recherche dans la capitale. Le petit appartement est le sien, alloué par son lieu de travail après 2 ans d'attente, un temps relativement court selon les normes soviétiques. Les meubles sont les standards soviétiques que tout le monde reconnaît, le même meuble mural, le même canapé, les mêmes lampes disponibles dans les magasins d'État à travers le pays. Mais il y a aussi des touches personnelles. Les livres remplissent les étagères, des classiques de la littérature russe, des volumes techniques liés à son domaine, et quelques œuvres étrangères précieuses en traduction qui circulent entre amis. Une tenture murale en macramé faite à la main, créée pendant une phase où cet artisanat est devenu inexplicablement populaire à travers l'Union soviétique, ajoute de la texture au mur autrement simple. Sur le petit balcon, des plantes en pot apportent une touche de nature dans l'environnement urbain. Le disque se termine, et Natacha le range soigneusement avant d'en choisir un autre. Celui-ci n'est pas de Melodia, mais un enregistrement pirate de musique occidentale copié sur de vieilles radiographies dans un processus connu sous le nom de « musique sur côte ». La qualité sonore est médiocre, mais les chansons des Beatles sont reconnaissables. Ce petit acte de rébellion culturelle n'est pas particulièrement dangereux au milieu des années 1970. La répression la plus dure de l'ère stalinienne est révolue depuis longtemps, mais il existe toujours dans une zone grise, ni totalement approuvé ni activement poursuivi. C'est la réalité complexe des loisirs soviétiques à l'ère Brejnev, un mélange de divertissement fourni par l'État, de créativité personnelle dans des canaux approuvés et d'exploration discrète d'alternatives qui repoussent les limites officielles sans les défier directement. Le téléphone sonne, interrompant la musique. C'est Olga, l'amie de Natacha depuis l'école, maintenant médecin dans une clinique de Moscou. « Tu viens toujours au film ce soir ?» demande-t-elle. Il passe le soleil blanc du désert au cosmos. Le cinéma soviétique offre l'une des formes de divertissement les plus sophistiquées accessibles aux citoyens ordinaires. Bien que fortement censuré et tenu de fonctionner dans des contraintes idéologiques, des réalisateurs et acteurs talentueux parviennent encore à créer des œuvres de véritable mérite artistique. Certains, comme Le Soleil blanc du désert, deviennent des classiques aimés, regardés à plusieurs reprises par un public qui connaît les dialogues par cœur. Le film, un Eastern, l'équivalent soviétique d'un western, se déroulant en Asie centrale pendant la guerre civile, mêle aventure, comédie et thèmes patriotiques dans un ensemble à la fois divertissant et idéologiquement acceptable. Sorti en 1970, il est déjà devenu une référence culturelle, les cosmonautes le regardant traditionnellement avant les lancements spatiaux pour porter chance. Bien sûr, répond Natacha. On se retrouve au métro à 18h ? On peut essayer le nouveau café après si la queue n'est pas trop longue. L'émergence des cafés représente une petite mais significative expansion des options de loisirs dans les villes soviétiques pendant cette période. Bien qu'ils ne soient pas comparables aux établissements occidentaux en termes de variété ou d'ambiance, ils offrent des espaces pour socialiser hors de la maison ou du lieu de travail, servant des plats simples et des boissons non alcoolisées dans des cadres conçus pour être modestement attrayants. Le trajet en métro vers le cinéma passe par des stations qui restent l'une des véritables merveilles des travaux publics soviétiques, des espaces souterrains palatiaux décorés de mosaïques, de sculptures et de lustres, maintenus impeccablement propres. Le contraste avec la réalité souvent délabrée en surface est frappant mais non commenté par les usagers qui se sont habitués à cette juxtaposition quotidienne. Le cinéma Cosmos, construit dans le style moderniste soviétique distinctif des années 1960, attire une foule considérable. Bien que ce soit un soir de semaine, les prix des billets soviétiques sont délibérément bas. La culture est considérée comme un bien public qui devrait être accessible à tous, pas un produit commercial. À l'intérieur, avant le film,
des actualités sont diffusées, une caractéristique standard des projections de cinéma soviétique. Celles-ci présentent des événements actuels soigneusement sélectionnés, mettant l'accent sur les réalisations industrielles, les relations fraternelles avec les pays socialistes et le contraste entre la vie soviétique paisible et le prétendu chaos et exploitation du monde capitaliste. Le public regarde avec l'attention polie accordée aux communications officielles, ni pleinement croyant ni ouvertement questionnant. Le film lui-même suscite un engagement plus authentique, rire au moment comique, appréciation silencieuse des magnifiques paysages désertiques, plaisir des performances d'acteurs devenus des figures familières dans la vie culturelle soviétique. L'expérience partagée crée une communauté temporaire parmi le public, une participation collective à la vie culturelle qui reste l'une des forces du système soviétique malgré ses nombreuses contraintes. Ensuite, Natacha et Olga se dirigent vers le café, continuant une conversation sur le film qui passe facilement de l'appréciation esthétique à une légère critique, cette dernière restant dans des limites sur par un accord mutuel tacite. Même dans l'assouplissement relatif de l'ère Brejnev, certains sujets restent sensibles, et les citoyens soviétiques développent un sens intuitif des limites à ne pas franchir. Le café est modérément bondé mais pas plein. Elle trouve une table et commande du café et des pâtisseries. La qualité est médiocre selon les normes internationales, mais ce n'est pas l'essentiel. Le cadre offre un espace pour la conversation, pour la connexion, pour un petit plaisir dans le rythme du travail et des responsabilités domestiques. Leur discussion passe du film aux amis communs, aux situations professionnelles et finalement aux vacances prochaines d'Olga sur la côte de la mer Noire. C'est une autre caractéristique standard de la vie soviétique, les vacances annuelles dans des stations balnéaires subventionnées, appelées sanatoriums, fournies par les lieux de travail ou les syndicats. Ces vacances combinent repos, traitements médicaux et activités structurées dans un ensemble qui reflète l'approche soviétique des loisirs comme quelque chose qui devrait être à la fois agréable et améliorant. J'ai été assigné à Sotchi cette année, explique Olga, 2 semaines en août. Le directeur de la clinique a dit que c'était une récompense pour avoir dépassé nos objectifs de soins préventifs. Ces allocations, putiovki ou bons de vacances, sont distribuées par les lieux de travail en fonction d'une combinaison de mérites, de besoins et parfois de relations. Les meilleures stations sont très recherchées, en particulier celles sur la côte de la mer Noire avec son climat relativement doux et ses plages, un bien précieux dans un pays où une grande partie du territoire connaît des hivers rigoureux. Tu as de la chance, répond Natacha. L'année dernière, j'ai fini dans un sanatorium près de Moscou parce que toutes les places du Sud étaient prises. C'est la réalité de l'expérience consumériste soviétique, un système d'allocation plutôt que de pouvoir d'achat, où l'accès aux biens et services dépend de la position, des relations et parfois de la simple chance. L'argent compte moins que dans les économies capitalistes, mais d'autres formes de capital aux connexions sociales, statut professionnel, adhésion aux partis deviennent des monnaies cruciales. En quittant le café, le ciel du soir est encore clair. L'été à Moscou apporte de longues journées qui s'étendent jusqu'à minuit. Elle marche un moment dans le centre-ville, passant devant les grands bâtiments qui abritent les ministères du gouvernement et les institutions culturelles, à travers des places conçues pour les rassemblements et les manifestations publiques. Mon frère a obtenu des billets pour le concert de Vysotsky le mois prochain, mentionne Olga, baissant légèrement la voix malgré la relative ouverture du sujet. Il a fait la queue pendant 6 heures. Vladimir Vysotsky occupe une position unique dans la vie culturelle soviétique des années 1970, immensément populaire pour ses performances à la voix rauque de chansons qui repoussent les contraintes officielles sans tomber dans la dissidence pure et simple. Ses concerts sont toujours à guichet fermé, ses disques presque impossibles à trouver par les canaux officiels mais largement diffusés par des enregistrements non officiels. Cette culture parallèle, ni totalement approuvée ni complètement interdite, crée des espaces où les citoyens soviétiques peuvent expérimenter des alternatives aux récits officiels sans défier directement le système. Les autorités tolèrent ces zones grises comme des soupapes de sécurité, reconnaissant que la répression complète pourrait créer des pressions plus dangereuses. Le week-end apporte des modèles de loisirs différents. Le samedi est encore un jour de travail en Union soviétique en 1975, bien qu'il y ait des discussions sur un éventuel passage à une semaine de 5 jours. Le dimanche, cependant, offre du temps libre pour des activités au-delà de la routine régulière. Pour de nombreuses familles soviétiques, le dimanche est centré sur les tâches domestiques, faire les courses pour la semaine à venir, nettoyer, réparer et préparer la nourriture. Les services aux consommateurs sont limités, et l'approche du bricolage est une nécessité plutôt qu'un choix de style de vie. Les appartements soviétiques sont constamment entretenus, améliorés et adaptés par leurs occupants, qui développent des compétences impressionnantes pour contourner les pénuries de matériaux et d'outils. Mais le dimanche offre aussi des opportunités de loisirs. En été,
de nombreux citadins se rendent dans les forêts ou les rivières à proximité pour des pique-niques, de la baignade et la cueillette de champignons ou des activités qui ne coûtent rien et offrent un lien avec la nature. Les parcs publics proposent des programmes culturels, des concerts et des amusements simples. Les installations sportives, basiques mais fonctionnelles, offrent des opportunités d'activités physiques considérées comme essentielles au développement socialiste équilibré. Les loisirs divers s'adaptent au climat rigoureux, patinage sur glace dans les parcs de la ville, ski de fond dans les forêts environnantes, ou simplement des promenades dans des paysages enneigés emmitouflés contre le froid. Les activités en intérieur augmentent, tournois d'échecs, représentations théâtrales amateurs, conférences dans les clubs ouvriers ou les centres culturels. Ce dimanche, Natacha rend visite à ses parents dans leur appartement à l'autre bout de la ville. Le rassemblement familial est une pierre angulaire des loisirs soviétiques, maintenant des connexions qui offrent à la fois un soutien émotionnel et une assistance pratique pour naviguer dans les défis du système. Les conversations autour de la table de la cuisine durent souvent des heures, allant des affaires personnelles à des observations politiques prudemment exprimées, toutes dans la sphère privée où une plus grande honnêteté est possible. Sa mère a préparé un repas spécial en utilisant des ingrédients obtenus par divers canaux, certains dans les magasins réguliers, d'autres au marché des fermiers où les travailleurs des fermes collectives peuvent vendre leur surplus à des prix plus élevés, et quelques articles précieux de la distribution au travail qui complètent le système de détail régulier. Regarde ce que le collègue de ton père a rapporté d'Allemagne de l'Est, dit sa mère, affichant fièrement un paquet de café, un article de luxe dans le contexte soviétique, où le café instantané est la norme, et même cela est souvent en pénurie. Le repas se déroule à un rythme tranquille, accompagné de conversations qui passent des nouvelles familiales aux histoires professionnelles et à la discussion d'un programme télévisé que tout le monde a regardé la veille. La télévision soviétique offre un nombre limité de chaînes et de programmes, mais certains spectacles deviennent des événements nationaux, regardés par d'énormes portions de la population et fournissant des références culturelles partagées. « As-tu vu 17 moments de printemps ?» demande son père, faisant référence à un drame d'espionnage populaire se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le bureau de conception a arrêté de travailler pour parler du dernier épisode. Ces expériences culturelles partagées créent des connexions à travers la société soviétique, rapprochant les différences d'éducation, de localisation et de profession. Après le repas, ils écoutent un programme radio diffusant de la musique classique, un autre domaine où la provision culturelle soviétique excelle. L'accent mis par l'État sur la haute culture signifie que la musique classique, le ballet et le théâtre reçoivent un soutien substantiel, avec des performances accessibles aux citoyens ordinaires grâce à des billets subventionnés et des diffusions régulières. La soirée ramène Natacha à son appartement et à la préparation de la semaine de travail à venir. La routine soviétique est prévisible, 6 jours de travail suivis d'un seul jour de repos, avec peu de variations tout au long de l'année, sauf pour les jours fériés officiels. Ces jours fériés ponctuent le calendrier soviétique, combinant commémoration idéologique et célébration authentique. Le jour de la Révolution, le 7 novembre, et le 1er mai, la fête du travail, comporte des défilés officiels suivis de rassemblements familiaux. Le réveillon du Nouvel An, la principale célébration non idéologique, inclut des arbres décorés, version laïque des sapins de Noël, des plats spéciaux ailés.